La prochaine personne qui va présenter, c'est Xavier Lamontagne, qui est étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke sous la direction de Bill Shipley. Donc, Xavier, quand tu veux y aller. Donc, je m'appelle Xavier Lamontagne. Je fais ma maîtrise dans le labo d'écologie fonctionnelle avec Bill Shipley. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un sujet intéressant qui est quantifier la fertilité du sol en conditions contrôlées avec la réponse d'espèces indicatrices. Donc, Donc, en écologie fonctionnelle, les relations trait-environnement sont très importantes. Encore là, c'est encore plus intéressant lorsqu'on est capable de voir comment plusieurs traits fluctuent dans l'environnement. Comme certains le savent, ces relations trait-environnement-là peuvent être utilisées pour émettre des prédictions. En écologie fonctionnelle, on est très bon pour avoir des mesures de traits standardisées, c'est-à-dire qu'on peut mesurer tous les mêmes traits sur toutes les espèces. Mais au niveau de l'environnement, souvent, les mesures diffèrent entre les études, ce qui affecte donc nos prédictions. C'est encore plus vrai pour la fertilité du sol. Ici, ce que vous voyez, c'est une carte avec les définitions de la fertilité dans la langue allemande. Je ne vous demande pas de toutes les voir, mais sachez qu'il y a une tonne de définitions et aucune méthode standardisée qui existe pour mesurer la fertilité du sol. On pourrait dire que la fertilité est la capacité d'un sol à fournir les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques pour la croissance des plantes. Mais comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de consensus sur la définition, puis il y a plusieurs façons de la mesurer. Par exemple, on peut utiliser l'azote, le phosphore, le potassium, l'aluminium, le pH, la matière organique, des combinaisons de toutes ces variables-là, mais il n'y a pas de consensus. Pourquoi c'est important la fertilité du sol en écologie? C'est très amené par des théories pionnières en écologie comme Grime avec son gradient de stress qui évoque implicitement la fertilité, ou dans les théories plus modernes où on va regarder comment plusieurs traits changent en fonction de la fertilité, comme ici dans un milieu acquisitif, mais on donnerait l'hypothèse que par exemple la surface spécifique des feuilles serait plus élevée, ou à l'inverse dans un milieu conservatrice, donc infertile, on ferait l'hypothèse que les taux en lignine dans les racines seraient plus élevés. Donc, pourquoi on a beaucoup de définitions puis aucune manière de standardiser, c'est qu'on définit la fertilité avec la cause. Quand je parle de la cause, c'est vraiment les propriétés causales des sols qui vont affecter la productivité végétale. Il y a plusieurs problèmes qui vont émerger de ça. La cause est différente entre les sols. Ça devient donc extrêmement difficile de comparer des mesures de fertilité. Donc, par exemple, en Australie, si notre sol est limité en azote, puis au Québec en phosphore, mais comment qu'on compare ces deux mesures-là pour avoir un peu le même concept de fertilité? Un autre problème, c'est que deux sols peuvent avoir des causes très différentes, des propriétés très différentes, mais avoir le même effet, donc la même fertilité. Aussi, souvent, on va mesurer les concentrations de nutriments, mais ce n'est pas les concentrations qui vont directement être corrélées avec la productivité végétale, mais c'est les flux de nutriments qui, eux, vont être très dynamiques, vont dépendre de l'eau, de la température, des micro-organismes, de beaucoup d'autres facteurs. Au labo, on s'est intéressé vraiment à se poser la question, est-ce qu'on peut quantifier la fertilité avec l'effet et sans regarder la cause? Pour vous introduire au concept, on peut s'imaginer la croissance de clones dans des conditions contrôlées. Ici, on contrôle toutes les conditions affectant la croissance, mis à part la fertilité du sol. Donc, c'est relativement facile pour un clone de dire « Ah, ben le sol 4, c'est le sol le plus fertile pour ce clone-là. » Mais qu'en est-il pour une communauté végétale? Comment on ferait pour quantifier une réponse commune à plusieurs espèces? C'est là que vient intéressant d'utiliser un modèle de mesure de variable latente. Ce que c'est ce modèle-là, ça a l'air gros, mais c'est très simple dans les faits. C'est une variable qu'on n'observe pas directement, mais qu'on va inférer sur des variables mesurées qui vont être des plantes qu'on va faire pousser dans différents sols. Donc, dans ce modèle, on ne regarderait pas les propriétés des sols, on regarderait seulement la réponse de plusieurs plantes et le modèle va nous donner une prédiction de fertilité compte tenu de la réponse de ces plantes-là dans un sol. Mes collègues ont testé ce modèle-là avec 4 espèces très différentes et ils ont eu un bon succès. Le modèle marchait bien pour quantifier la fertilité dans 76 sols variés, mais il restait vraiment une prémisse de base qui était intestée, qui était est-ce que vraiment
toutes les espèces végétales répondent à la même niche physiologique. Parce que pour quantifier la fertilité commune, ça implique qu'en conditions contrôlées, plusieurs espèces partagent la même niche physiologique. Donc, ici à gauche, le modèle pourrait marcher, mais à droite, si on a des niches physiologiques différentes, le modèle de mesure de variable latente ne peut pas fonctionner. C'est là-dessus que ma maîtrise portait de tester cette hypothèse-là. Donc, pour la méthodologie, j'ai choisi des sites anciennement exploités, transformés en prairies entre la Montérégie et l'Estrie. Ces sites-là ont été choisis avec des cartes pédologiques pour avoir les sols les plus diversifiés en termes de fertilité. On a choisi 23 sites sur ce gradient-là. Puis, on a été borné le gradient avec un sol minier très infertile et une terre noire riche très fertile. Aussi, pour tester notre hypothèse, évidemment, on veut des sols différents, mais aussi des espèces différentes. Donc, on a choisi plusieurs espèces avec plusieurs critères. Par exemple, ici, la bourse à pasteur et le conopode blanc ont été choisis puisqu'ils n'entretiennent pas de relation avec des mycorhizes. Le mille-lot blanc fixe l'azote. Et on a aussi choisi toute une gamme d'espèces qui proviennent d'habitats infertiles, moyennement fertiles et très fertiles pour avoir des potentiels de réponse les plus différents. Niveau design expérimental, mon expérience est un design niché, donc c'est des pots dans des boîtes, dans des blocs. Ça ressemble à ici ce que vous voyez à l'écran. Donc, dans une boîte que vous trouveriez, ça serait une conception expérimentale aléatoire, donc plusieurs sols et plusieurs espèces à distribuer aléatoirement, et c'est des monocultures. Donc, j'ai fait l'expérience sur 25 sols avec 9 espèces et j'ai utilisé 4 réplicas, le tout répliqué dans 3 blocs avec, bien sûr, toutes les combinaisons de sols et d'espèces dans chaque bloc. Comment j'ai calculé la croissance dans chaque sol pour chaque espèce? J'ai utilisé des modèles mixtes, puis ça me donne le taux de croissance relatif pour chaque espèce dans chaque sol. Maintenant, au niveau des analyses, on peut tester l'hypothèse que les plantes répondent à la même fertilité avec plusieurs combinaisons d'espèces. Donc, on pourrait utiliser les espèces du bas, les espèces du haut ou ces 5 espèces aléatoires-là. Il faut juste garder en tête que pour faire le modèle de mesure de variable latente, pour avoir assez de degrés de liberté statistiquement, il faut avoir 4 espèces minimum. Donc, on a testé toutes les combinaisons possibles de 4 à 9 espèces, ce qui nous donne 382 modèles possibles pour tester l'hypothèse est-ce que les plantes vont vraiment répondre à une variable latente qui représente la fertilité générale. Donc, maintenant, pour les résultats. Donc, je vous rappelle qu'on teste l'hypothèse que plusieurs plantes partagent la même niche physiologique. Puisqu'on est dans un contexte d'équation structurelle, il ne faut pas oublier que notre hypothèse nulle, c'est notre modèle. Donc, les résultats que je vais vous présenter, quand la valeur de P est en haut du seuil, bien, on accepte l'hypothèse puisque c'est notre hypothèse nulle. C'est un peu l'inverse d'habitude. Donc, ce que ça donne, les résultats ici, vous voyez les combinaisons de 4 espèces, de 5 espèces, 6 espèces. Donc, pour les combinaisons de 4 espèces, ici, on aura une acceptation de 65 environ pour les modèles. Donc, ce qu'on retire de ça, c'est que, OK, on voit ici notre modèle complet avec 9 espèces, bien, il n'explique pas toute la variance commune. Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qu'une variable latente qui expliquent les patrons de croissance de nos espèces en conditions contrôlées. Par exemple, ici, si on regarde les combinaisons de cette espèce, il y a quand même 7 espèces qui fonctionnent de la même façon. Donc, l'hypothèse marche pour une majorité d'espèces. Si on vient voir qu'est-ce qui se passe dans une analyse en composante principale, on voit évidemment qu'il y a une dimension qui explique largement la variabilité, mais il y a une autre dimension et il y a des espèces qui y répondent. Donc, c'est quoi cette deuxième dimension-là? C'est vraiment corrélé avec le pH et les espèces qui sont ici en haut proviennent d'habitats plus acides, c'est des espèces acidophiles. Puis ici, on a une espèce qui provient plus de milieux alcalins. Donc, la grosse question qu'on s'est dit, c'est OK, notre fertilité a 2 dimensions, mais c'est quoi l'impact de cette deuxième dimension-là lorsqu'on essaie d'émettre des prédictions? C'est donc pour ça qu'on est allé construire 2 modèles différents, un qui contrôle statistiquement pour le pH et un autre qui ne contrôle pas statistiquement pour le pH.
Si on regarde les prédictions de ces deux modèles, ici, en axe des X, vous voyez le modèle simple, et en axe des Y, vous voyez le modèle qui contrôle pour le pH. On voit que les prédictions de fertilité des deux modèles sont très corrélées ensemble. C'est donc assez encourageant au niveau d'utiliser un modèle qui expose seulement une dimension. Pourquoi qu'on voit ça? Il y a deux dimensions. La deuxième est un peu importante parce que dans notre système d'études, il n'y a pas beaucoup de sols à pH extrême et il n'y a pas beaucoup d'espèces qui y répondent. Dans la PCA que je vous ai présentée, on voyait seulement 3 espèces qui réagissaient différents. Donc, les prochaines questions, c'est vraiment de se poser, est-ce que dans d'autres environnements, dans d'autres systèmes d'études, la fertilité va être unidimensionnelle aussi largement ou finalement, il va y avoir d'autres dimensions importantes. Aussi, notre étude est venue appuyer certaines trouvailles plus vieilles que certaines espèces partagent la même niche physiologique en conditions contrôlées. C'est vrai pour certains sols. Par exemple, dans une terre noire, toutes les espèces vont répondre à la même fertilité. On est donc capable de la quantifier. Mais ce n'est pas vrai pour des sols ayant des pH extrêmes où que là, on voit des réponses bivariées. Donc, dans les prochaines recherches, on pourra s'intéresser à se poser la question, le concept de fertilité, il y a combien de dimensions et c'est quoi l'importance relative de ces dimensions-là au niveau quantitatif. Donc, j'aimerais remercier le CEF pour m'avoir invité à cette présentation, l'université, le CRSNG et mon laboratoire et tous ces gens. Donc, je vais prendre vos questions tantôt. Merci beaucoup, Xavier. Excellente présentation, très claire. Les variables latentes, c'est très pertinent comme analyse, donc j'ai hâte de t'en entendre parler tantôt dans les questions. Je vous rappelle de garder vos questions. Vous pouvez aussi les écrire dans le chat. On va faire une séance après la prochaine présentation.